Chers amis, nous sommes très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour cette première rencontre Charles Péguy. Cet écrivain et poète du XXe siècle nous a inspirés. Son audace fut exemplaire, son ouverture aux autres remarquable. Notre but dans ce monde de brouillard, de très grandes difficultés à tous les niveaux, est d'essayer de rendre de l'espérance, de responsabiliser chacun, de lutter contre l'assistanat, de ne pas perdre notre souci de liberté et d'ouverture, et ce, sans aucun sectarisme. Nous sommes apolitiques. Nous voulons nous tourner avec audace vers les jeunes, les actifs, les retraités, très souvent très riches d'expérience. Péguy écrivait « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite. » Il y ajoutait « Ce n'est pas par la peur, c'est à force d'audace qu'on parvient à monter à la première place. » Voilà notre souci ce soir, notre volonté et notre détermination. Ne l'oublions pas, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Les conférences seront toujours suivies d'un débat avec la salle. Vous aurez le micro et pourrez échanger avec l'intervenant. Le verre de l'amitié sera partagé en fin de rencontre. On ne présente pas Edwy Plenel, écrivain, journaliste, cofondateur de Mediapart, homme engagé, souvent controversé, mais courageux dans le sillage de Stéphane Hessel. Dire non, ce manifeste ne se veut pas pessimiste, mais réaliste. C'est un appel au sursaut, ouvrons les yeux et surtout, écoutons-le. Je termine en vous annonçant les 3 prochaines rencontres que nous aurons ici sur Mans. Le 3 novembre, le professeur Pierre Rabichon, professeur à la faculté de médecine de Montpellier, anatomiste distingué, nous parlera de Darwin. Peut-on se passer de Darwin? Le 10 décembre, M. Michel Mathieu, banquier, haut placé au Crédit Agricole, traitera « Faut-il brûler les banquiers ?» Enfin, le 16 janvier, et j'arrêterai là pour ce soir, le professeur Henri Joyeux traitera de la santé dans l'assiette. Un merci particulier ce soir aux médias qui ont remarquablement diffusé l'information. Je laisse quelques instants la parole à Régis Thibault, membre du conseil d'administration et trésorier. Merci beaucoup. Je me présente, je m'appelle Régis Thibault. Ça fait 35 ans que je suis expert comptable et commissaire au compte ANIM. D'accord, et mes amis m'ont désigné comme trésorier de l'association. Au niveau de cette association, comme l'a dit André, les médias ont joué considérablement le jeu, mais étant donné que notre association a une date de naissance relativement courte, une des personnes qui est au conseil d'administration, Muriel Sambili, qui malheureusement n'est pas là ce soir, est chargée de tout l'aspect communication avec les nouveaux outils Facebook, site internet et Twitter. Alors moi je veux délivrer aussi un message très important, étant donné que c'est notre première réunion. Si vous voulez que l'association dure, on a besoin de vous. Les médias c'est très bien, mais donnez-nous un coup de main. Les meilleurs médias, les meilleurs courants de transmission, c'est vous. Dites-le autour de vous, dites-le à vos amis, dites-le à vos parents, dites-le à toutes vos relations que Anime vient de se créer une association culturelle. Et avec le programme que vous adressez tout à l'heure André Joyeux, je pense qu'on aura des intervenants de qualité, bien entendu avec une mention spéciale à M. Plenel. Il est évident que si nous rabattez beaucoup de monde, comme le dit un proverbe très simple, l'union fait la force, ce sera très important pour assurer la pérennité à notre association. Au niveau de l'association, au niveau financier, comme vous êtes rendu compte, toutes nos conférences seront payantes, 5 €. Pour ceux qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation. Si vous souhaitez adhérer à l'association, ce qui assurera une certaine pérennité à notre association dont nous avons besoin, c'est vraiment la cotisation. Il va de soi que compte tenu de ces tarifs,
ça doit nous permettre, si vous voulez, d'assurer 6 conférences par an. Nous refusons systématiquement tout assistanat, d'accord, nous le bannissons. Il va de soi que tous les membres du conseil d'administration, tous nous sommes 5, nous sommes tous des bénévoles. Voilà ce que je voulais dire. Je passe la parole à M. Plénet. Bonsoir à tous et merci au créateur de ce cercle Charopédie que je viens soutenir par ma présence, elle aussi bénévole, parce que nous avons besoin, dans le moment que nous traversons, de toutes les bonnes volontés. Nous vivons quelques jours où nous sommes envahis d'images de réfugiés, de migrants, de gens qui cherchent simplement à vivre dignement. Ces images ont été celles des générations qui nous ont précédés ici même. Nous nous souvenons ici, en Languedoc, de la retirada, de ces républicains espagnols qui passaient la frontière pour survivre, se sauver, garder une dignité. Parmi eux, il y avait celui qui fut sans doute le plus grand poète espagnol de la première moitié du XXe siècle, Antonio Machado. Et il nous a légué un poème qui nous parle de notre présent. Caminante no hay camino. Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Et pour ceux qui le connaissent, la suite, ce n'est pas qu'il n'y aurait que des impasses, non, c'est que le chemin se fait en marchant. Toi qui chemines, tu vas inventer le chemin en marchant, avec d'autres qui marcheront avec toi. Le thème de notre rencontre de ce soir est autour de cette même image. Se retrouver ensemble sur des noms créateurs, non pas des noms qui seraient des noms de macération, d'aigreur, de piétinement et de ressassement, mais de ces noms qui ancrent un refus qui va inventer, qui va tracer une route, qui va ouvrir un chemin. De ces noms à partir desquels on peut de nouveau, ensemble, dire oui. Dire oui, et le mot a été prononcé par André Joyeux tout de suite. Dire oui à l'espérance. Ne pas se sentir pris dans un moment de fatalité. Ne pas oublier que nous sommes d'abord des individus libres et qu'à ce titre, nous sommes responsables de notre liberté. Et que c'est de cette liberté que doivent naître des solutions. Ce n'est pas seulement d'en haut, de ceux qui nous déçoivent, de ceux qui nous ont trompés. C'est à nous aussi qu'il faut poser la question. Que faisons-nous pour trouver et inventer des réponses communes? En marchant, sans programme défini, sans assurance, sans garantie. Quand j'ai écrit, il y a 1 an et demi de cela, à dire non, c'était donc en 2014, je m'inscrivais évidemment dans cette tradition pédiste que nous allons évoquer ensemble. Mais je ne m'étais pas aperçu et, au fond, toute réponse nouvelle dans une modernité qui nous ébranle, qui nous bouscule, toute réponse nouvelle est une réinvention de la tradition. Et espérons-le, de ce qu'elle peut avoir de meilleur. Il se trouve que quelques mois avant de dire non, était parue une trouvaille, sous le titre tout simplement non. Fragment d'un roman sur la résistance. On a retrouvé dans les archives d'André Malraux ce roman qu'il n'a jamais fait sur la résistance.
sur la France libre, sur ce nom totalement fou de 1940. Et ce roman, qui n'existe qu'à l'état de fragment, s'intitule tout simplement Non. Ancrer ce nom par lequel on peut dire oui. Alors quel est pour moi le nom qui nous requiert aujourd'hui? Nous vivons une époque de transition, une époque de passage d'un monde à l'autre. Je préfère dire cela que de parler de crise. La crise, c'est comme une dépossession. C'est comme si c'était une fatalité, on ne pourrait rien, on devrait subir. Nous sommes dans un moment d'ébranlement, de révolution industrielle, d'ébranlement géopolitique, de révolution médiatique dont ces instruments mobiles montrent la réalité, et où en effet nous sommes en perte de repère. Tout simplement parce que c'est un moment où, nous le savons tous, un vieux monde est en train de mourir. Un monde de certitudes anciennes, de domination ancienne, de rapports de puissance anciens. Nous sentons que ce monde est en train de mourir, mais il a du mal à mourir. Il veut tenir sur ses positions acquises, sur ses privilèges, sur ses certitudes, sur ses conforts. Et nous sentons confusément, dans la diversité de nos sensibilités, qu'un monde nouveau voudrait naître, qui réponde à d'autres défis de civilisation, d'écologie, d'humanité. Mais nous sommes dans cet entre-deux. Le vieux monde est en train de mourir, mais il n'est pas mort, et le nouveau monde essaye de naître, mais il n'est pas né. Et dans cet entre-deux, c'est une phrase de l'antifasciste italien Antonio Gramsci, qui fut socialiste puis communiste, mais non stalinien, puisque mort dans les geôles du fascisme italien, qui en 1930, au moment de la crise économique mondiale qui va accompagner la catastrophe mondiale, et notamment européenne, dit « La crise, c'est quand le vieux tarde à mourir et que le neuf tarde à naître. » Cette phrase, vous l'avez souvent entendue. Mais c'est la phrase suivante qui est la plus importante dans le propos de Gramsci, dans l'alarme pour nous aujourd'hui. Dans cet entre-deux, dit-il, surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'un traducteur a traduit de manière poétique, dans cet intervalle surgissent les monstres. Les monstres. Nous sommes dans ce moment-là, où le premier acte qui peut nous rassembler et nous amener à inventer de nouvelles réponses, c'est de dire non aux monstres. Les monstres qui nous proposent des raccourcis qui ne peuvent qu'aggraver les maux, qui nous proposent des boucs émissaires, qui nous proposent des haines, qui nous proposent des peurs. Ces monstres de poupées gigognes, où d'une haine à l'autre, nous allons au fond retomber dans des chemins que nous connaissons en Europe, qui sont ceux de l'humanité qui se dévore elle-même, qui finit par oublier une part de son humanité. Alors c'est de cela dont j'ai voulu parler en faisant quel nom et dont je vous parle ce soir. J'ai écrit ce livre avec ma propre histoire, qui est celle d'un patriote, je le pense, et je crois par ma façon de faire justement péguiste, je le démontre, mais d'un patriote qui est dans ce lien de la France au monde, un breton d'outre-mer, ayant grandi aux Antilles, puis ensuite en Algérie, après l'indépendance, arrivé en France à l'âge de 18 ans. Et dans ce livre, je cite un auteur qui a bercé ma jeunesse, qui a failli être au Panthéon, mais ma famille a préféré qu'il soit dans son pays, la Martinique, là où il y a 5 siècles, dans les Caraïbes, a commencé le début de la globalisation, de l'uniformisation du monde, pour le pire et pour le meilleur, la projection de l'Europe sur le monde, le fait qu'aucune culture, qu'aucune civilisation
n'ait échappé durant les 5 siècles derniers à nos valeurs, à nos armées, à nos religions, à nos dominations. Et tout cela nous a modifiés et les a modifiés aussi, cette question du rapport à l'autre. Et nous sentons bien que dans la crise qui est la nôtre, c'est ce rapport du fort au faible, ce rapport où nous nous sommes imposés au monde, où nous avons inventé cette notion, l'Occident, en tournant le dos à notre Orient, comme le faisait Colomb, qui cherchait un passage vers l'Ouest pour atteindre Cipango, le Japon. C'est bien cela, d'ailleurs, la caractéristique d'une époque désorientée, c'est qu'elle a oublié son Orient. Eh bien, en inventant cet Occident, nous sentons bien aujourd'hui que parmi les éléments de notre crise, c'est qu'il va nous falloir composer avec d'autres mondes qui viennent au banquet du monde et qui ne sont plus dans ce rapport à nous qui était ce rapport du faible au fort. Dans les grands auteurs de langue française, Aimé Césaire, c'est de lui dont je voulais parler, signifie ce moment-là, quand dans son discours sur le colonialisme, puis dans sa lettre à Maurice Thorez, quand il rompt avec le Parti communiste français, il dit « L'heure de nous-mêmes a sonné. L'heure d'autres mondes, d'autres peuples, qui font leur chemin cas un cas avec leurs propres guerres de religion, leurs propres regrets, leurs propres moments d'ombre et de catastrophes comme nous, on en a connu. » Or Césaire, au moment de la nuit européenne, dans cette petite île qui fut mon pays d'enfance, la Martinique, en 1941, île contrôlée par Vichy, où avait été transporté le trésor de la Banque de France, île défendue pour que les Britanniques qui contrôlaient d'autres îles ne s'en emparent pas, par un amiral pétainiste, l'amiral Robert, il crée une revue qui s'appelle Tropique. Tropique, dont le premier numéro s'ouvre sur ces lignes. Où que nous regardons, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre, parmi des cris d'hommes et des hurlements de fauves. Pourtant, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Dire non à l'ombre, c'est une autre variante des monstres. Dire non à l'ombre qui gagne. Alors pourquoi je rappelle cette citation de ce premier numéro de Tropique? Pour illustrer quelle tradition formidable vous avez voulu convoquer en vous disant que dans ce moment de doute, c'est un cercle Charles Péguy qu'il faut créer. Ce premier numéro de Tropique, après cette introduction, a un poème de Césaire, auteur du cahier Retour au pays natal, des armes miraculeuses, moi laminaire, un formidable grand poète. Ensuite, un texte de son épouse, Suzanne Césaire, et après le troisième moment de ce premier numéro, eh bien ce sont des poèmes de Péguy, de Charles Péguy, introduits par ce professeur du lycée Victor Schœlcher, qui était à ce moment-là Aimé Césaire, et où il commence, dans son chapeau de ces quelques poèmes de Péguy, à la pointe de l'humanité, un homme de choc. À la pointe de l'humanité, un homme de choc. Seule âme qui se dresse face aux ombres. Et il convoque, Péguy est mort, vous le savez, en septembre 14, au début de la guerre de 14-18, Péguy, contre les ombres du moment. Alors pourquoi Péguy? Pourquoi en 1940, au moment de cette catastrophe française, qu'il faut rappeler, ce n'est ni repentance, ni quête d'excuses ou d'absolution, c'est simplement fait d'histoire, qu'il faut rappeler parce que le rappeler, c'est aussi convoquer les lucidités pour aujourd'hui. Nous savons tous, en 1940, la majorité des élites françaises, politiques, économiques, intellectuelles, médiatiques, ont choisi la servitude.
ont accepté le fait accompli. L'idée d'une Europe allemande, nazie, éternelle, ou en tout cas durable, et avec laquelle il fallait composer. Ils n'étaient pas forcément fascistes, encore moins nazis. Ils gouvernaient comme ils avaient vécu, par adaptation successive, donc ils s'adaptaient à la loi du plus fort. Ils s'adaptaient à l'état de fait. Et donc, dire non, comme le fit d'un côté Charles de Gaulle à Londres et de l'autre le futur colonel Guingouin, instituteur communiste dans les maquis du Limousin, dire non était un acte fou. Quand on posait la question à Stéphane Hessel et à d'autres résistants comme Raymond Braque, leur disait mais comment avez-vous fait? Ils disaient oh, on était optimistes. Il y avait toutes les raisons de désespérer, bien plus qu'aujourd'hui. Toutes les raisons de penser que c'était des actes impensables. Ce nom-là, ce nom fondateur, et qu'il fallait mieux composer, s'arranger, survivre, ne pas s'exposer. Et ils étaient optimistes. Et ils l'ont fait. Et dans ce moment-là, on le sait, De Gaulle était lui-même lecteur de Péguy, mais d'autres brochures résistantes citaient Péguy, y compris dans d'autres mouvances idéologiques ou intellectuelles que celles d'où venait Charles de Gaulle. Péguy était requis face à une déformation pétainiste qui en faisait un nationaliste obtus, fermé au monde, fermé aux autres, en oubliant donc la force, la jeunesse du Péguy qui sut dire non au racisme, à la xénophobie, à l'antisémitisme au moment de l'affaire Dreyfus. Alors Péguy, c'est quoi? Péguy, c'est au fond deux affirmations. L'une qui me tient à cœur en tant que citoyen qui a fait du journalisme son engagement, quitte à prendre des coups, parce qu'il est au rendez-vous, ou il essaye de l'être, de cette exigence. Quand Péguy lance les cahiers de la quinzaine en 1900, contre, dit-il, l'esprit de parti, contre tous ceux qui voudraient qu'il n'y ait qu'une ligne, qu'il y ait de l'autocensure, qu'il y ait des vérités pas bonnes à dire, il a cette formule, il dit, voilà, nous ne faisons pas des cahiers de divertissement, nous faisons des cahiers de renseignement, pour apporter ces informations factuelles précises sans lesquelles il n'y ait pas de citoyen libre et autonome. Et il dit, dire bêtement la vérité triste, bêtement la vérité bête, tristement la vérité triste, ennuyeusement la vérité ennuyeuse. Affronter les vérités qui dérangent, les vérités qui bousculent, les vérités qui vont nous mettre en mouvement, qui vont nous obliger de comprendre des réalités que nous ne voulions pas voir avant. Et le Péguy qui dit ça en 1900 sort de la bataille pour l'innocence du capitaine Dreyfus, où il fallut affronter le préjugé que Dreyfus est coupable, je le déduis, de sa race, phrase de Maurice Barrès au jour même de la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour des Invalides, phrase d'antisémite, aveuglé, que Dreyfus est coupable, je le déduis, de sa race. Il l'écrira, Maurice Barrès, cette phrase, le chantre de la terre et des morts, du nationalisme français. Et donc, affronter ce préjugé, en lui opposant non pas une autre conviction seulement, mais la bataille pour les preuves, comme le disait Jaurès. La bataille sur les faits, la bataille montrant que le dossier avait été trafiqué, que une pièce de bordereau avait été façonnée pour tromper les juges militaires et que Dreyfus n'était aucunement un espion, aucunement un agent. Se battre sur les faits, comme en tant que journaliste, nous nous battons pour imposer parfois au forceps des vérités qu'on ne veut pas entendre, qu'on ne veut pas voir. Il y a quelques jours, je terminais une histoire qui m'a occupé depuis 30 ans et qui fut une bataille de ne pas voir que oui, notre démocratie était capable d'aller faire exploser sur ordre du pouvoir politique un bateau écologiste aux antipodes à Auckland, en Nouvelle-Zélande, tout simplement parce qu'il dérangeait
pacifiquement nos essais nucléaires et tuer un photographe au passage. C'est ce que nous avons révélé ce week-end avec l'entretien et les excuses, avec ce courage moral qui est beaucoup plus rare que le courage physique, ce courage de l'honneur véritable où cet agent secret nageur de combat présente ses excuses au peuple néo-zélandais pour cet acte qu'on lui a ordonné. Tout comme affronter les vérités qui dérangent quand nous mettons sous les yeux de notre pays la réalité de certaines corruptions, la réalité d'un ministre du budget, patron du fisc, et qui lui-même est fraudeur fiscal. Le scandale de l'évasion fiscale, de cette richesse détournée des nations dans un moment comme le nôtre où on nous demande de faire des efforts pour rembourser des dettes que nous n'avons pas forcément nous-mêmes contractées. Enfin, tous ces travails-là. Alors Peggy, c'est cela. Mais c'est aussi, et c'est peut-être surtout cela qui nous parle évidemment aujourd'hui, c'est aussi ceci qu'il écrit dans ce livre de 1910 qui est comme un talisman, notre jeunesse. Notre jeunesse. C'est un livre qui revient sur ce moment où Peggy, loin d'être un homme de consensus, menait la bataille pour l'innocence du capitaine Dreyfus face à ce qui sera le laboratoire des futures extrêmes droites françaises, de ces familles idéologiques et politiques qui ne veulent pas du principe d'égalité, qui considèrent que nous ne naissons pas libres et égaux en droit. C'est au fond leur socle idéologique et ils peuvent avoir des auteurs talentueux. Charles Maurras en était un. Au fond, ils pensent que nous naissons naturellement avec des hiérarchies, que les hommes sont supérieurs aux femmes, que des peuples sont supérieurs à d'autres, que des civilisations sont supérieures à d'autres, que des religions sont supérieures à d'autres, que des nations sont supérieures à d'autres. Derrière l'enjeu de la bataille pour un seul, pour l'innocence de Dreyfus, c'était une bataille pour tous. Le crime fait contre un seul mettait en péril les libertés de tous et les principes de tous, c'est-à-dire justement par le ressort de l'antisémitisme, par le ressort du bouc émissaire principal du moment, on habituait à quoi? À l'idée de l'inégalité naturelle, des hiérarchies entre les humanités, de ce poison qui, hélas, malgré le sursaut républicain de l'affaire Dreyfus, va gagner tout le continent européen et être au ressort des catastrophes européennes qui suivront. Et jusqu'à son terme final, le crime contre l'humanité. Car à partir du moment où ce poison idéologique se répand, il crée l'indifférence. Il crée ce ressort beaucoup plus dangereux que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Tourner la tête et accepter cette idée qu'il y a des personnes qui ont moins de droits à avoir des droits que d'autres, à raison de leur origine, à raison de leur apparence, à raison de leur religion. Et c'est ça qui était dans cette bataille de l'affaire Dreyfus. Et que résume ainsi Peggy? Nous disions une seule injustice, un seul crime, une seule illégalité, surtout si elle est officiellement enregistrée, confirmée, une seule injure à l'humanité, une seule injure à la justice et au droit, surtout si elle est universellement, légalement, nationalement, commodément acceptée. Un seul crime rompt et suffit à rompre tout le pacte social, tout le contrat social. Une seule forfaiture, un seul déshonneur suffit à perdre d'honneur, à déshonorer tout un peuple. Vous voyez qu'en m'invitant à ouvrir au fond ces conférences, ces rencontres, Charles Peggy, vous avez pris un risque. C'est d'inviter ce désordre créateur qui refuse des ordres morts, des ordres immobiles, des ordres de ressassement et de piétinement, qui refuse, et c'est un autre moment de Peggy dans notre jeunesse, et vous entendrez
la résonance profonde par rapport à tout ce qui nous exaspère, qu'il s'agisse des débats européens, qu'il s'agisse des débats économiques, sociaux, qu'il s'agisse y compris des débats de lassitude sur nos vies démocratiques ou politiques locales. Peggy dit sa guerre à ce qu'il nomme le monde moderne. Il est profondément moderne, lui, à sa façon. Il épouse la modernité de son époque, mais il l'épouse en y défendant le meilleur de la tradition. Et le monde moderne n'est pas la modernité. Peggy n'est pas dans le refus de son monde. Mais le monde moderne, voici ce que c'est. Le monde qui fait le malin. Le monde des intelligents, des avancés, de ceux qui savent, de ceux à qui on n'en montre pas, de ceux à qui on n'en fait pas à croire, le monde de ceux à qui on n'a plus rien à apprendre, le monde de ceux qui font le malin, le monde de ceux qui ne sont pas des dupes, des imbéciles, comme nous, comme vous, comme moi. C'est-à-dire le monde de ceux qui ne croient à rien, pas même à l'athéisme, qui ne se dévouent, qui ne se sacrifient à rien. Exactement le monde de ceux qui n'ont pas de mystique. Ce que nous pourrions appeler, que nous croyons au ciel ou que nous ne croyons pas, la mystique, la petite sœur, la petite fille Espérance, dont parlait Peggy. L'idée que l'on croit à un autre monde ou que l'on ne croit pas à cet autre monde, nous vivons ensemble dans ce monde-ci. Et que dans ce monde-ci, nous sommes requis, sommés de faire le chemin de cette petite fille d'Espérance. De ne pas nous lamenter, de ne pas nous comporter en victime, de ne pas nous comporter dans le ressassement de nos douleurs et de nos souffrances, de faire chemin, comme font chemin ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Car il faut beaucoup de courage pour faire ce chemin, pour passer les frontières des barbelés. Nous oublions souvent, notamment ici dans ce sud de la France, que nous avons été faits de tout cela. Que notre propre peuple a été fait de ces audaces-là, de ces audaces migrantes, de ces audaces de ceux qui bougent, qui quittent tout ce à quoi ils avaient droit, tout ce qui était leur culture, leur histoire, pour rester. Il y a une forme d'héroïsme dans ce chemin-là, et qui crée aussi de nouvelles relations d'humanité. J'ai cité notre jeunesse, et je suppose que, en tant que ni moi, vous avez compris pourquoi je suis venu avec ce livre. Parce que ce livre, en son cœur, est un hommage à l'un de vos concitoyens. Ce livre est une statue, un monument fait pour Lazare Bernard, qui inversa ensuite en nom de plume son nom. Et son nom de plume devint Bernard Lazare. Mais son nom de famille, c'est Bernard. C'était une famille juive, peu pratiquante, sauf comme dans toute famille de quelque culture confessionnelle ou religieuse que ce soit, respectant un peu les grandes fêtes. Et c'était une famille qui vendait des tissus ici. Bernard Lazare, qui est-il? Ce fut le premier Dreyfusard. Ce fut le premier homme à se dresser pour l'innocence du capitaine Dreyfus. Il venait d'une minorité, pas seulement la minorité juive en France, de culture, de confession, d'histoire familiale, à un moment où allait naître cet antisémitisme moderne sur fond, hélas, de vieil antijudaïsme chrétien, qui allait faire la suite tragique, nous la connaissons, des Juifs en Europe, les boucs émissaires des doutes européens. Mais il venait aussi de ce qu'on nous appellerions aujourd'hui l'extrême gauche. C'était un libertaire, c'était un anarchiste, Bernard Lazare. Et c'était un libertaire au sens, non pas de la vision caricaturale des anarchistes, au sens du libéralisme politique, de ceux qui ancrent
au fond, tout projet émancipateur sur un principe de liberté et non pas d'autorité verticale. Au fond, nous dirions aujourd'hui de démocratie délibérative, participative, citoyenne. Et Péguy lui rend, je ne vais pas vous citer en long et en large tout ce qu'il dit à travers Bernard Lazare, et qui est un hommage à travers lui justement à ces peuples sans frontières, à ces peuples qui ont une histoire qui ne se réduit pas à une appartenance nationale, à ces peuples, pensons aux Roms, ou on dirait les Tziganes, autres victimes du génocide, et qui, dans notre présent aujourd'hui, traduisent cela aussi, qui sont des peuples européens, mais qui ne sont pas dans leur histoire, dans leur culture, dans cette idée de l'assignation à un territoire, qui bouge, qui trouble, comme tous ceux qui bougent. Or, c'était le fantasme, le reproche, la diabolisation qui était faite vis-à-vis des Juifs sur la longue durée, et auquel s'est ajouté, dans un contexte de crise sociale, y compris au cœur, car le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme, l'islamophobie aujourd'hui n'ont pas de frontières sociales, où s'est ajoutée l'idée que les Juifs c'est Rothschild, que les Juifs c'est l'argent. Et Péguy, Jaurès, d'autres, ces libertaires, durent mener bataille au sein du mouvement socialiste, au sein du mouvement ouvrier, qui disaient ça ne nous concerne pas, ce capitaine c'est un bourgeois, c'est un hautain, c'est une culotte de peau, c'est un militaire et en plus il est juif, ça ne nous concerne pas. Et non, ils ont dit, cet autre, le sort funeste qui lui est fait, qui est injuste, un seul crime, nous concerne directement. Et donc, il y a une phrase dans le portrait que fait Péguy de Bernard Lazare qui résonne. Bernard Lazare, donc né à Nîmes. Voyez-vous, Péguy, me disait-il, je ne commence à me sentir chez moi que quand j'arrive dans un hôtel. Il le disait en riant, mais c'était vrai tout de même. Cette idée que, voilà, il y a aussi une vertu de l'humanité qui est le déplacement. Et le déplacement, d'ailleurs, n'est pas qu'une question de déplacement physique. J'ai parlé des nouvelles qui dérangent tout à l'heure. Elles nous déplacent. Elles nous obligent, après, rencontrant un ami avec lequel nous avions une divergence, à discuter. Ah ben tu avais raison, finalement. Ah oui, Cahuzac, tu avais raison. Je m'entêtais. Ou d'autres, je prends cet exemple simple, mais il y en aurait bien d'autres. Et donc ce mouvement, ce déplacement qui fait que on découvre que la République, son idéal véritable, n'est pas la vision d'une République punitive, d'une République autoritaire, d'une République verticale. La République, c'est le mouvement. Il y a toujours eu, à l'abri de la République, des conservateurs qui nous diront « elle est comme si la République, et on n'y touche plus ». Comme s'ils oubliaient combien la République fut un mouvement permanent. D'ailleurs, qui le sait mieux que l'autre moitié du ciel, que les femmes? La République française a attendu, par rapport à la promesse du suffrage universel et démocratique, 150 ans pour leur donner le droit de vote. Et je dis souvent par provocation que les femmes françaises ont eu le droit de vote 20 ans après les femmes turques. Alors bien sûr, les jeunes Turcs et nos compatriotes arméniens d'origine le savent, n'ont pas fait que des choses formidables. Mais voilà, ce n'est pas une question de culture, où il y aurait des cultures qui seraient par essence barbares et d'autres par essence progressistes et civilisées. Il a fallu la catastrophe européenne, il a fallu les 2 guerres mondiales pour qu'enfin les femmes aient le droit de vote en France. Or, savez-vous comment on refusait le droit de vote aux femmes? Les républicains, nous sommes ici en terre de vieille république radicale socialiste dans toutes ses variantes. Ils considéraient que les femmes étaient sous l'influence de l'obscurantisme, donc de la religion. Et que donc, si on leur donnait le droit de vote, eh bien, l'obscurantisme gagnerait. Or, de la même manière que l'image du migrant qui bouge, qui nous bouscule, qui nous dérange, mais qui va avoir à prouver, qui donc va inventer, qui donc va créer d'autres choses,
Eh bien, de la même manière, nous avons vu que les femmes étaient souvent l'agent secret de la modernité, qu'elles faisaient bouger les choses en profondeur. Et donc, la République, ce n'est pas une immobilité, c'est un mouvement. Il a fallu encore, je le recite, la catastrophe européenne pour que dans notre Constitution soit inscrit, et je le dis souvent, tout simplement pour dire qu'il ne faut pas chercher très loin pour trouver quand même quel devrait être notre horizon d'espérance, que la République française est démocratique et sociale. C'était sur les affiches des républicains de 1848, mais des républicains totalement minoritaires face à des républicains conservateurs qui, y compris, ne voulaient même pas du droit de la presse. Il a fallu un siècle pour qu'on dise non, la République, elle a un adjectif, deux même, démocratique et social. C'est-à-dire qu'elle a quoi comme ressort? Elle a un ressort d'égalité, sans distinction d'origine, sans distinction d'apparence. Le préambule de la Constitution tel qu'il fut voté dit race, mot d'époque. Sans distinction de croyance, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit d'avoir des droits et à me battre pour eux. J'ai le droit de manifester, j'ai le droit de voter, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit d'être candidat, j'ai le droit d'être élu, j'ai le droit de gouverner. La République, c'est cette promesse profonde d'une égalité démocratique et qui est au ressort ensuite de l'égalité des droits dans la vie sociale et du dialogue et de la discussion, parfois conflictuelle, autour de l'invention de réponses. C'est ça le chemin de la République. Rappeler cela, qui est dans le préambule de notre Constitution, c'est rappeler combien, dans le moment qui est le nôtre, c'est ce chemin-là qu'il faudrait réemprunter plutôt que le chemin du repli, des regrets, qui seront un chemin où il n'y a que le premier pas qui compte. Et ce premier pas, celui où l'on désigne des boucs émissaires, celui où on pense que c'est l'autre qui est responsable de nos propres malheurs, c'est un premier pas qui nous fait revisiter à rebours, remonter en arrière cette promesse-là, cette promesse ayant pour moteur l'égalité. Alors c'est cette alarme que j'ai voulu faire entendre pour nous réveiller. Cette alarme qui se retrouve aussi dans celui qui, au moment de l'affaire Dreyfus, fut l'homme qui est sorti de son confort et qui l'a payé au prix fort de la condamnation, de l'exil et finalement sans doute de sa mort. J'ai nommé Émile Zola. Émile Zola est un auteur, tout ce qui a pu reconnu, à succès avec la série des Rougon-Macquart. Il est président de la Société des gens de lettres, il est officier de la Légion d'honneur, il a candidaté, il peut encore candidater à l'Académie française. Et il n'est pas engagé en politique, d'ailleurs, il écrit dans le Figaro des articles plutôt très critiques sur les républicains du moment, qu'il trouve bien conformistes, bien satisfaits d'eux, un peu ceux qui font le malin, ceux qui sont les sachants à la place du peuple. Il est très caustique, il est au-dessus, loin de tout cela. Or, comme vous le savez, c'est l'homme qui éclaira J'accuse. Mais ce que j'ai rappelé dans un autre livre, pour nous déranger et nous bousculer, c'est que près de 2 ans avant J'accuse, J'accuse est de janvier 1898, au printemps 1896, sur toute la une du Figaro, le premier article de Zola qui marque son basculement dans l'affaire Dreyfus n'est pas un article sur Dreyfus. Il ne parle pas de Dreyfus. Il ne le mentionne pas. Mais c'est un article, et ce sera le déclencheur de son engagement. C'est un article sur ce qui fait que il y a cet acharnement, cette violence dont l'enfermement de Dreyfus à l'île du Diable, à Cayenne, en Guyane, est le symbole. Cette haine, ces peurs qui s'expriment en haine, et qui vont s'accompagner d'autres haines. Pas très loin, Zola était d'origine italienne, à Aigues-Mortes, il y eut un pogrom de travailleurs italiens. Eh bien cet article, sur toute la une du Figaro, s'intitule « Pour les Juifs ». Et c'est dans ce contexte que
en écho, en résonance, plutôt que j'ai écrit cet autre livre qui est un prolongement de Dire non pour les musulmans, qui ne parle pas des musulmans, ni de l'islam, ni des menaces réelles d'un totalitarisme qui se revendique indûment de cette religion, mais qui parle de nous, et de comment, à l'occasion de ces désordres, nous, le silence des pantoufles, nous nous habituons à des mots, à des phrases, à des réflexes, dont nous ne pensons pas qu'ils font mal, dont nous ne pensons pas qu'ils peuvent tuer, dont nous ne pensons pas qu'ils peuvent accompagner un projet sinistre. Mais si vous aviez dit à Drummond, l'auteur de La France juive, le fondateur de la Libre Parole, journal sous-titré La France aux Français, que Zola rencontrait dans des cénacles parisiens, car c'était une bonne société, Drummond écrivait avec style. Drummond, La France juive. Drummond, le premier auteur de l'antisémitisme obsessionnel. Si vous aviez dit à Drummond que cette obsession, qui est une façon de diversion par rapport à d'authentiques problèmes d'habitat, de travail, de concret, de problèmes qui font lien entre les uns et les autres, dans une entreprise, dans un quartier, indépendamment de l'origine, indépendamment de la croyance, que finalement c'est toujours la ruse des dominants, que les faibles se tapent dessus au nom de leur origine, de leur croyance. Donc si vous aviez dit à Drummond en 1890 et quelques, ces mots, 40 ans après, allaient être des mots qui avaient permettre l'indifférence face à ce qui fut une monstruosité. Et je vous aurais dit, mais non, ça va pas, de quoi vous me parlez? Si vous aviez dit à Maurice Barrès, chantre du nationalisme français, que sa phrase, qu'il est coupable, je le déduis de sa race, sur Dreyfus. Et donc ma mise en garde, c'était celle-là. C'est-à-dire le danger, quand je parle des monstres, c'est qu'on en vienne à essentialiser en identifiant des morceaux d'humanité aux menaces qui nous font peur, en renonçant à comprendre, en renonçant à essayer d'expliquer, en renonçant à cette raison raisonnante qui nous permet, ni rire ni pleurer, disait Spinoza, de comprendre ce qui nous arrive. Et de se dire non, c'est les musulmans, c'est l'islam, c'est les arabes. D'oublier qu'il y a 14 ans, un pays, les États-Unis, sous le choc des attentats du 11 septembre 2001, a perdu la raison, qu'il a sombré dans des mensonges d'État devenus mensonges médiatiques, au point, contre toute rationalité. Et à cette époque, avec Jacques Chirac et Dominique de Villepin, la France a su être sur un chemin d'honneur qui nous a protégés, je le crois profondément. Choisir cet aveuglement qui fut d'envahir un pays souverain qui n'avait aucun rapport avec les attentats du 11 septembre 2001, qui ne menaçait personne, il n'avait pas d'armes de destruction massive, et qui certes était dirigé par un dictateur, mais depuis bien longtemps, et il y en a bien d'autres. C'était la première fois qu'une puissance occidentale envahissait un pays souverain qui n'y avait jamais fait la guerre, depuis les guerres coloniales. Depuis ces guerres au XIXe siècle, nous nous sommes invités dans d'autres peuples, dans d'autres pays, dans d'autres continents, sans leur demander l'autorisation. Alors, qu'est-ce qui est né de cette histoire? Eh bien, l'État islamique, qui certes a rencontré l'idéologie wahhabiste, c'est-à-dire du sectarisme qui est au pouvoir en Arabie Saoudite, officiellement hélas notre allié aujourd'hui, qui a rencontré cette idéologie, mais qui a rencontré cette idéologie sur fond de destruction totale d'un pays. Nous n'avons, pas nous, les États-Unis et leurs alliés, n'ont même pas fait ce qui a été fait après la chute de l'Allemagne nazie, reconvertir quelques cadres, garder quelques linéaments de pouvoir, de stabilité. Non, tout a été détruit.
On le sait aujourd'hui, les cadres militaires de l'État islamique sont souvent d'anciens cadres des services renseignement ou de l'armée du parti basse irakien, c'est-à-dire parti issu du nationalisme arabe, plutôt laïciste et aucunement dans les idéologies religieuses. Quand vous faites cela sans aucune logique rationnelle, vous créez ce chemin de perdition qui est celui des dignités bafouées, humiliées, qui sont dans le ressentiment, et le ressentiment crée la pire politique. Quelle était la caractéristique de l'Irak? Et il suffisait d'ouvrir le moindre livre d'histoire, de géographie humaine pour le savoir. C'était le seul pays arabe où une minorité sunnite, au cœur de l'islam, dirigeait un pays à majorité chiite, sachant que dans l'idéologie du wahhabisme, ce sunnisme sectaire, et qui n'est pas du tout le visage dominant de l'islam, un chiite c'est pire qu'un chien. Et donc qu'est-ce qu'on a fait là? On a provoqué une guerre des religions. Une université américaine a fait la statistique entre 2003 et 2011, les 8 ans de présence américaine en Irak, il y a eu 500 000 morts. Et ça ne compte pas les déplacés, et ça ne compte pas les gens qui ont pu mourir ailleurs, dans les déplacements, dans des camps de réfugiés. 500 000 morts en Irak même, en 8 ans. Moitié des factions des États-Unis et de leurs alliés, moitié des factions irakiennes diverses. C'est comme si, là, pendant que je vous parle, il y a 33 millions d'habitants, à peu près 32 en Irak, nous parlions avec derrière nous 1 million de morts en France. Et un État détruit. Et aucun repère. Alors, cela n'excuse aucun des crimes de l'État islamique et cela ne mésestime aucunement les menaces que représente cette réalité. Mais il faut avoir un peu de compréhension pour trouver les bonnes réponses. Il ne suffit pas de dire il faut frapper, il ne suffit pas de dire il faut sanctionner, il faut aussi avoir des réponses politiques. Il faut aussi avoir des réponses qui permettent d'inventer une intelligence de la situation. Et surtout, qui permettent de ne pas faire ce retour ici même, où la peur, la politique de la peur, s'empare de nous. Et où du coup, ici même, alors que nous avons sous les yeux le visage de quelques enfants perdus de notre propre République qui se retrouvent à épouser cette idéologie totalitaire et à commettre des actes criminels dans une société ouverte, et il y en aura peut-être d'autres demain, et où tout d'un coup, au lieu d'essayer de comprendre, ce qui ne veut pas dire excuser, mais comprendre pour bien répondre, pour bien passer à l'étape suivante, pour ne pas être simplement dans le court-termisme, où l'on fait de la démagogie, eh bien, dans ce moment-là, la tentation de désigner à travers ces jeunes une religion, une communauté, une origine, et donc d'alimenter la désignation de ses compatriotes. Nous sommes ici en Languedoc, et je le dis parce que cela concerne ma profession et que c'est pour moi une blessure, une déchirure. Cette semaine, le journal municipal d'une ville qui n'est pas si loin, Béziers, dirigé par quelqu'un qui a prétendu défendre le droit de savoir, le droit de tous à savoir, Reporters sans frontières. Et cette même personne, aujourd'hui maire de Béziers, fait une de son journal municipal en trafiquant une photo et en disant « ils arrivent ». Et une photo de gens hagards, avec évidemment des femmes à foulard. Ils sont là, ils vont vous envahir et nous allons résister. Vous voyez bien que le geste de Peggy, qui était d'aller vers l'autre le plus éloigné, celui qui ne se sent chez lui qu'à l'hôtel, alors que Peggy chantait la Beauce, chantait la cathédrale de Chartres, chantait la terre, chantait les paysans, c'est de comprendre qu'on ne trouve son humanité, sa propre humanité, qu'en faisant chemin vers l'autre. Et c'est ce nom-là auquel je voudrais vous appeler.
Il n'apporte pas toutes les réponses concrètes, mais il ancre déjà ce refus. Il ancre déjà ce refus dans la diversité de nos confessions, de nos croyances ou de nos non-croyances. Ce refus, et je vais, moi qui n'ai pas de croyance, mais qui croit qu'il y a des spiritualités, qu'il y a des transcendances, y compris laïques, qui peuvent nous élever. Cette phrase qu'a dit le pape François, « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Ce discours que l'Europe n'a pas entendu, c'était à Lampedusa, il y a pas mal de temps. Qu'as-tu fait de ton frère? Cet appel à comprendre que nous avons tous à un moment été le frère d'autres. Qu'as-tu fait de ton frère? Et il l'a dit à Lampedusa, et à l'époque je l'ai dit en provocation, nous devrions faire de Lampedusa le Ellis Island de l'Europe. Car ne pas oublier que nous avons été faits de cela, de ces migrations, de ces mouvements. Que l'humanité même, son propre, a été de faire mouvement. Et qu'évidemment, ça transforme même son visage, parfois par des apports d'humanité qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. Mais cela nous fait bouger. Et c'est comme ça que nous avons nous-mêmes bougé dans le monde. C'est comme ça que Montaigne a été amené à faire ce premier livre où on parle à la première personne, non pas de manière nombrilique, mais en se pensant comme un spécimen de l'humaine condition, pour penser ce que nous avons en commun. Ça s'appelle les essais. Et ce livre, les essais, il l'écrit sous le choc de la découverte de l'autre. Nu, féroce et anthropophage, là-bas, là, aux Amériques. Et on le sait, d'ailleurs, dans son retrait, Montaigne avait quelques Americanas, des objets ramenés ce qui fut appelé après le Brésil par un de ses intendants. Et c'est là où Montaigne dit « Tout honnête homme est un homme mêlé. » Mêlé. C'est là où Montaigne, chacun trouve barbare ce qui n'est pas de son usage. C'est là où il dit je peins le passage. C'est là où il parle du monde comme une branloire pérenne, comme toujours en mouvement. C'est cet héritage qui a fondé l'humanisme dont nous nous réclamons face à ceux dont nous pensons qu'ils ont des idéologies totalitaires. C'est cette jeunesse-là de cet héritage qui a fait qu'après, il y a eu les idéaux républicains, les idéaux des Lumières, les idéaux de la Révolution française et leur contestation dans la mesure où ils n'étaient pas respectés intégralement vis-à-vis des bras nus, vis-à-vis des esclaves, vis-à-vis des femmes. Et que ce chant en permanence d'un mouvement de l'égalité, d'un mouvement de la fraternité, d'un mouvement qui invente des libertés pour tous à partir des droits de chacun, s'est fait. Et il s'est fait dans cette conscience de l'autre. Car c'est l'autre qui nous met en mouvement. C'est l'autre qui nous fait réfléchir à notre humanité. C'est cela l'urgence de l'essentiel. Nous sommes dans un temps, je l'ai dit tout à l'heure, de transition. Nous pourrons y revenir dans le débat. Quelles sont ses caractéristiques, cette révolution industrielle, ces bouleversements géopolitiques, ce monde inédit qui a commencé à partir de la fin des années 80 et du début des années 90. Mais dans ce moment-là, nous n'avons qu'une boussole, qui est de ne pas faire ce que, pour survivre, un vieux monde nous propose. Faire de ces urgences l'essentiel. Ils veulent survivre, et donc ils réagissent au coup par coup. Ils n'ont pas de vision. Ils prennent leurs urgences pour l'essentiel, au lieu de s'occuper de l'urgence de l'essentiel. Nous avons besoin d'un imaginaire qui nous rassemble aujourd'hui, et dont je viens de décrire le moteur. Cet imaginaire, il doit nous poser trois questions. Le peuple qui est absent, la terre qui est fragile, le monde qui est en relation. Nous le savons tous. Nous vivons aujourd'hui des démocraties de basse intensité, ces tyrannies douces dont parlait Tocqueville, où l'on choisit son maître tous les 5 ans et, entre-temps, on nous demande de revenir en servitude.
où l'on dit, et encore plus dans notre pays, avec son présidentialisme, avec son césarisme, son bonapartisme, que nous avons voté une bonne fois pour toutes, et que du coup il y a une majorité présidentielle, et que du coup le nous de la campagne électorale devient le jeu de la présidence. Nous sentons bien qu'il y a une vie institutionnelle qui met à l'écart le peuple, et qui du coup le peuple le plonge dans le ressentiment, au point de pouvoir chercher des raccourcis où on désigne d'autres en bouc émissaire. Nous avons besoin d'un nouvel imaginaire démocratique, d'une démocratie délibérative, d'une démocratie participative, d'une démocratie qui aurait d'autres mécanismes que le mode de l'élection, comme l'a décrit un intellectuel belge, David van Reybrouck, où l'on retrouve même les origines anciennes des mécanismes démocratiques tels qu'ils existaient à Athènes du tirage au sort. Nous avons besoin de nous réapproprier cet enjeu démocratique. La démocratie, ce n'est pas simplement choisir des représentants. C'est un écosystème complexe, avec des pouvoirs, des contre-pouvoirs, avec des enjeux essentiels autour du droit de savoir, de la connaissance, et c'est la mission que vous vous êtes confiée ici même. Le deuxième aspect, la Terre qui est fragile. Il ne s'agit pas de se dire je fais une conférence climat parce que c'est une bonne occasion, je n'ai plus les écologistes au gouvernement. Non. Nous sommes dans un moment où l'humanité est en péril. Parce que quelle est la caractéristique de notre espèce? C'est que c'est la plus destructive, c'est la plus inventive aussi. Et elle invente d'immenses potentialités. Nous sommes dans un moment de grand bouleversement. Vous en parlerez sans doute. Par exemple, les neurosciences et ce continent inconnu qu'est le cerveau. Nous sommes dans un moment d'immenses potentialités. Le numérique en est aussi la démonstration à cet Internet sans frontières. Mais dans ce moment-là, nous savons que les progrès ne sont pas positifs. En soi, la technique n'est pas neutre. La technique, ce qui en fera le bon usage, c'est le type d'usage sociaux de conscience que nous en aurons. Or, le piège de notre espèce, c'est de se penser au-dessus du monde avec lequel elle vit, au-dessus de la nature, d'être à la fois la plus destructrice d'humanité, même par le travail, par sa dureté parfois, par ses souffrances, et la plus ravageuse de la nature et des autres espèces. C'est une vraie prise de conscience qui n'a pas d'étiquette partisane et qui nous oblige. Vous savez, il y a dans les historiens de la longue durée, dans ceux qui sont de l'école brodélienne de Fernand Braudel, aujourd'hui des livres très sérieux faits avec d'autres analystes qui nous disent que nous sommes au bord peut-être d'une grande crise qui peut être finale, car les civilisations meurent aussi autour des années 2020-2030, avec un débat entre ceux qui disent que ce sera la crise de la bulle financière, de la rapacité de l'argent qui la provoquera, et d'autres qui diront c'est la crise du climat, de l'augmentation du niveau des océans, des conséquences du ralentissement des courants par le réchauffement des océans et de leurs conséquences en chaîne, comme le battement d'ailes de papillons, comme le changement de quantité en qualité. Ce n'est pas du catastrophisme que de dire ça. C'est de nous poser sur l'urgence de l'essentiel, sur ce qui devrait être au cœur de notre souci de Gaïa, la Terre, la déesse Terre, qui peut se venger. Et qui peut se venger, pour revenir à la mythologie ancienne, d'une humanité qui se croit au-dessus d'elle. Et enfin, le monde en relation. Le mot relation est celui que Édouard Glissant, un autre auteur de mon pays d'enfance, un grand poète, mettait en exergue, en défendant notamment l'idée qu'il n'y a d'identité que de relation, que c'est une illusion et un mensonge de croire qu'il y a des identités à racines uniques, des identités nationales, au singulier et à racines uniques. Toute identité de relation, toute identité est faite d'apports différents, comme dans notre nourriture, dans notre musique, dans notre vocabulaire, dans notre langue.
Toute identité est faite de liens, comme une plante ne peut pas vivre sans ses rhizomes, sans ses radicelles. Le monde est en relation. Nous sommes une île dans un archipel. Alors à la fois, il nous faut nous défendre comme île, et c'est un débat sur le débat européen et ce sentiment de perte de souveraineté que nous donne une Europe qui marche sur la tête, qui est une Europe qui perd en vitalité démocratique, politique. C'est une Europe qui a mis au cœur d'elle la finance, l'argent. L'argent ne fait pas du commun, la monnaie ne fait pas du commun, pas plus que la peur ne fait du commun. Et donc, nous sommes une île, mais nous sommes une île en archipel, en lien avec d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres histoires. Et ces autres mondes, et ce sera mon mot de conclusion, ils sont en nous. Et c'est ce que je voudrais rappeler pour finir. Il y avait un compagnon de Peggy qu'il faudra célébrer dans les semaines à venir. Il s'appelait Romain Rolland. En 1915, paraît en novembre 1915 ce petit livre-ci dans une édition d'aujourd'hui, Au-dessus de la mêlée. Romain Rolland est français, mais il vit en Suisse à l'époque. Il va être agonie d'injures de tous côtés, français et allemands. Il n'était pas au-dessus de la mêlée. Il dénonçait en profondeur, le titre est trompeur, le militarisme allemand, la volonté expansionniste du Kaiser. Mais il refusait que, dans cet affrontement, on en vienne à essentialiser des morceaux d'humanité, à considérer, je cite, que la lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Phrase de Bergson, le grand philosophe qu'aimait Peggy, et phrase qu'hélas on retrouve dans un des derniers textes publiés à titre posthume de Peggy de l'été 14, la note conjointe sur M. Descartes. Cette idée où, parce qu'il y a affrontement avec un danger et un risque, on ne voit plus l'humanité en face. On ne voit plus qu'il y a des autres, des individus, et qui ont des libertés d'individus. On ne s'adresse plus à eux. On ne dit pas, comme les résistants, je meurs sans haine pour le peuple allemand. Non, on en vient à essentialiser l'autre. Et c'est le risque des moments de transition. À ne plus voir des individus, des êtres humains comme nous, mais à voir un bloc menaçant, assimilé à la violence, assimilé à la menace, assimilé à tout ce qui nous fait peur ou nous inquiète. Et Romain Rolland dit non, l'amour de ma patrie ne veut pas que je haïsse et que je tue les âmes pieuses et fidèles qui aiment les autres patries. Il veut que je les honore et que je cherche à m'unir à elles pour notre bien commun. Quand il écrit ça, il écrit comme dans le désert, Romain Rolland. Mais quand s'est terminée la Première Guerre mondiale, en 1919, il y a eu un moment fondateur, justement, de la liberté des consciences. Un appel des intellectuels européens, signé par toutes sortes de grands noms, dont Einstein, dont Stefan Zweig. Et cet appel, c'était autour de Romain Rolland. Parce que Romain Rolland, dans ce moment de folie, de destruction, qui va être le chaudron de la catastrophe européenne, d'où va naître l'humiliation de l'Allemagne, qui va donner la main au nazisme et à l'idéologie totalitaire qui sera la sienne, mais qui n'était pas seulement allemande, je l'ai rappelé en rappelant Drummond. Le laboratoire intellectuel fut français de cet antisémitisme moderne. Il a rencontré le traumatisme allemand. Et donc il y a, en 1919, tout d'un coup un sursaut, un appel que vous pourrez trouver sur Internet sur cette idée qu'il ne faut pas que les intelligences soient serves, qu'elles soient soumises à l'esprit de parti, l'automatisme des nations, des États, mais qu'elles continuent à penser librement. Et donc, en ayant cet acte au-dessus de la mêlée, Romain Rolland a sauvé cela. Et il a permis que cette lumière soit là demain. C'est cela dire non. C'est cela poser. Et aujourd'hui, nous avons besoin de poser cela.
Il y a trop d'indifférence chez nous. Nous n'en pensons pas moins, mais nous ne bougeons pas forcément. Nous restons silencieux, nous laissons dire. Nous ne faisons pas ces gestes. Nous avons cet été montré qu'il y avait au contraire plein de Français, mais dont on ne parle pas assez, qui sont au rendez-vous de l'autre, au rendez-vous de ces solidarités élémentaires, au rendez-vous des causes communes entre les uns et les autres qui font le déplacement. Et ce rendez-vous, c'est rendre au monde ce qu'il nous a donné. Je l'ai dit et j'ai vu que, sans l'avoir relu, que la Gazette avait titré de Nîmes avait titré mon entretien là-dessus. Je dis souvent en effet que la France est une nation arc-en-ciel, que c'est une Amérique de l'Europe, et que loin d'être sa catastrophe, c'est sa force. Que ce pays, fille aînée de l'Église, pays de l'édit de Nantes, pays de la première communauté juive rescapée du génocide grâce au juste dans le peuple français, pays de la laïcité, pays de la plus importante proportion de musulmans d'origine, de culture, de croyance en Europe, pays des Outre-mer, et ayant des Outre-mer projetés sur le monde, et bien que cela, c'est notre force. Et que c'est notre force à condition d'en faire notre imaginaire positif, pas anecdotique. Comme Mandela, pour éviter la catastrophe en Afrique du Sud, quand il y avait toutes les raisons que la majorité noire veuille se venger sur la minorité blanche oppressive, a dit non. We are a rainbow nation. Nous sommes une nation arc-en-ciel. Et il a fait ce chemin d'Ubuntu des causes communes au point que De Klerk, le président du parti d'apartheid, a rejoint le propre parti de Mandela. Faire ce mouvement qui montre qu'on ne désespère pas de l'humanité et que l'humanité peut toujours se déplacer, abandonner des préjugés, comprendre, découvrir, être surprise. Alors ce chemin, c'est rendre, quand je dis au monde, la France a été sauvée par le monde. La France libre était une France d'Afrique au départ. Les troupes françaises libres, celles qui ont permis à De Gaulle d'être à la table des vainqueurs, les forces extérieures, statistique de 1943, 66% de troupes coloniales, auxquelles il fallait ajouter 18% de légions étrangères, le restant étant, mot d'époque, les Français de souche. La main-d'œuvre ouvrière immigrée, la fiche rouge, les républicains espagnols dans les maquis. Le monde est venu à notre secours. Et donc si, dans le moment actuel, nous ne comprenons pas que nous devons être au secours du monde, et pas simplement n'avoir comme réponse que nos armes, avec des alliés douteux, des dictateurs militaires, des monarchies obscurantistes, mais avoir le vrai rendez-vous d'humanité avec le monde. Nous serons seuls un jour. Et nous serons seuls avec nous-mêmes si nous ne sommes pas au rendez-vous avec le monde. J'ai commencé par Césaire, je voudrais terminer par lui. J'ai mis en exergue de ce livre Dire non, son dernier poème du dernier recueil publié de son vivant, Moi l'Aminaire. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. Alors je rappelle que ce poème s'intitule « Nouvelle bonté ». Nouvelle bonté. Or le hasard fait que quand vous demandiez à Stéphane Hessel, ce jeune vieillard, dont au fond le message était « Vous êtes comptable de votre liberté ». Peut-être un message existentialiste philosophiquement. Tu as ta liberté, tu revendiques ta liberté, mais ta liberté te rend responsable. Tu ne peux pas dire que c'est d'autres qui sont comptables seulement de ta situation. Et donc, indignez-vous, c'est être au rendez-vous de ta liberté. Et celle, vous savez, pour s'entretenir, même entre deux stations de métro à Paris, comme d'autres font des mots croisés, se disaient par cœur des poèmes, des sonnets, etc., et parfois de très longs poèmes. Et quand vous lui demandiez quel était son poème préféré, c'était La Jolie Rousse d'Apollinaire. Poème, pas n'importe lequel, puisque c'est un poème qui paraît en 1918, début 1918, quand Apollinaire est revenu du front trépané. Et donc c'est un poème où derrière La Jolie Rousse, il y a l'homme qui est revenu de l'enfer que des hommes ont provoqué dans leur aveuglement.
l'essentialisation de l'autre, l'idée que l'autre est un barbare et qu'on est civilisé, et ainsi de suite. Alors il est très long ce poème, mais il était capable de le réciter, vous le trouverez sur YouTube, il y a des vidéos où, spontanément dans une fête, il déclamait tout le poème. Mais il dit bon, j'ai pas le temps, mais il y a un seul vers qui suffit à dire ce poème et qu'il faudrait dire à la jeunesse. Et ce vers, c'est « Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait ». Apollinaire écrit ça après le fracas des obus. Contrée énorme où tout se tait, la bonté, nouvelle bonté, nous dit Césaire. Eh bien, quitte à vous paraître naïf, mais je crois que cette naïveté est celle de la fraîcheur des jeunesses audacieuses, quel que soit nos âges. Je pense que la bonté pourrait faire un programme politique. Merci. Bon, on ne sait plus que dire, tellement c'était magnifique, c'était plein d'espérance, même si c'est parfois très dur à entendre. Voilà, alors, la parole est à la salle, donc nous allons passer avec les micros et vous pouvez y aller. Je crois que Elvire Pléniel vous répondra avec plaisir. Bonsoir, merci d'être venu, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous à Nîmes. C'est encourageant aussi parce que de voir des gens qui s'investissent là-dedans, qui essaient de faire bouger les choses, eh ben c'est bien. Et je voudrais réagir et vous poser des questions par rapport à ce que vous avez dit. Donc je constate que pour l'affaire Dreyfus, en fait, ce sont les intellectuels français qui ont permis de changer le cours des choses. Et après, j'ai l'impression qu'au cours de l'histoire, la presse, enfin les intellectuels ont été muselés par la censure française. Et maintenant, ces intellectuels ont la parole, mais on ne l'entend pas. Le bruit de la propagande, enfin des informations nationales, le même son de cloche, nous envahit. Et je ne sais pas vous, mais moi je me sens bête. Des fois, par exemple, quand il y a eu l'invasion de l'Irak avec Bush qui montrait des photos comme quoi Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, des armes chimiques, Et lorsque j'ai vu Laurent Fabius dire Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques, même sans montrer des photos truquées, on le croit. On croit notre propre... je veux dire, la propagande, elle vient de chez nous, on la croit comme la vérité. Et alors que quand elle vient des autres, elle saute aux yeux. Chirac avait dit à l'époque, attaquer l'Irak, ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Je m'en rappelle parce que je ne connaissais pas le terme, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc c'est une boîte où, dans la mythologie où vont sortir tous les monstres. Effectivement, ils sont sortis. Ensuite, par rapport à Dreyfus, à cette époque, donc, on a toujours eu besoin d'un bouc émissaire. Donc ça a été la franc-maçonnerie et le judaïsme, c'était la peur de l'époque à ce moment-là. Ensuite, quand la France a perdu la guerre de 1870-71, c'était de la faute des Juifs, bien sûr. Quand les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, c'était de la faute des Juifs. Donc on a toujours besoin d'un coupable. Tout pays a besoin de faire porter la responsabilité de ces problèmes ailleurs. Ensuite, le juif était vu comme un danger pour la République, que ce soit en France ou en Allemagne. Et de nos jours, et en fait, cette peur du judaïsme aussi, j'ai l'impression que l'histoire se répète. À l'époque, en Russie, le tsar avait décidé d'exterminer un tiers de la population juive, d'en faire immigrer un autre tiers, et puis d'en garder un autre tiers. Donc c'est cet apport de population juive d'Europe de l'Est sur l'Europe de l'Ouest qui a créé, en plus, qui a permis le ressentiment envers l'étranger, en fait. S'il vous plaît, il faudrait que vous posiez la question parce que sinon on est là jusqu'à minuit et c'est pas possible. Donc maintenant, voilà comment votre voix, comment
l'aider à la faire porter pour qu'on ne soit pas juste une centaine de personnes. On est 65 millions de Français en France. C'est agréable de voir qu'on est aussi nombreux dans cette salle, mais on est vraiment on est peu. Et comment changer? Comment ouvrir les yeux? Comment faire que la population ouvre les yeux sur la réalité de ce qui se passe? Voilà, merci. Monsieur Plionel. Je vais vous répondre très rapidement, comment dire. D'abord, on ne fait rien si on se pose d'abord la question du nombre. Et vous n'êtes pas si peu nombreux ce soir, c'est bien la preuve, un soir de semaine. Il faut d'abord faire son chemin pour donner du courage aux autres. Vous posez la question des médias. Je pense que c'est une question très sensible dans notre pays où nous sommes, comme le dit Pierre Rosanvallon, dans un pays d'illibéralisme politique. C'est-à-dire que nous n'attachons pas, y compris vous, les citoyens, assez d'attention à ces questions primordiales. Comme je dis souvent, la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Et souvent, nous avons tous, comme réflexe premier, de n'aimer que les journalistes qui disent ce qui nous va, ce qui nous plaît, ce qui rejoint nos convictions, nos préjugés. Or, je l'ai dit, nous avons tous des convictions, des préjugés, des croyances, des certitudes. Pour moi, la fonction d'un journaliste, et y compris professionnellement, c'est un défi compliqué parce que ça vaut pour lui aussi, c'est de nous apporter des informations qui parfois vont bousculer nos certitudes, nos certitudes qui sont des certitudes, et nous faire mouvement, hein, nous faire bouger. Et pour ça, ça suppose un écosystème d'une presse très pluraliste, de médias, pour moi le mot presse est indépendant du support, très pluraliste, très indépendante, ayant une forte vitalité et ne trouvant sa légitimité que dans le fait qu'elle a un public qui lui fait confiance. En France, nous mésestimons énormément cette question. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de notre système médiatique privé, la majorité des médias, comme vous le savez, sont contrôlés par des industriels qui ne sont pas des industriels de l'information, qui ne font pas de l'information ce métier, qui ont d'autres intérêts, qui sont en conflit d'intérêts, qui achètent des médias pour avoir de l'influence ou pour servir d'autres intérêts. Vous pouvez le voir de manière caricaturale avec la normalisation actuelle du Canal+. Et donc, nous sommes au cœur d'un enjeu essentiel. Alors comment on fait face à ça? On reste le dos au mur, on se lamente. J'ai mené un combat dans un journal où je suis resté 25 ans et nous avions eu de belles réussites. Et puis à un moment, la crise nous a rattrapés et ce fut une crise d'indépendance. J'ai mené ma bataille en reprenant mon indépendance et j'ai dit, si vous acceptez ce qui vous est proposé, ce journal qui était contrôlé par ces journalistes, par ces équipes, fondé par Hubert Beuve-Méry, lui-même grand péguiste et grand lecteur de Peggy, eh bien, ce Hubert Beuve-Méry qui dénonçait la presse d'industrie. Il disait, oui, on est une industrie, et la meilleure garantie d'indépendance, je suis moi-même un patron d'une PME, la meilleure garantie d'indépendance, c'est d'être rentable, c'est d'être profitable. Mais la presse d'industrie, c'est autre chose. C'est une presse où il peut y avoir de bons professionnels qui font des bonnes choses, mais sauf à un moment où vous touchez aux intérêts de l'industrie concernée. C'est un clair une industrie du luxe, de l'armement, du BTP ou d'autres choses. Vous pourrez trouver les noms derrière ce que je viens de dire, qui utilisent les médias pour surtout qu'on ne touche pas à ses propres intérêts. Et donc, j'ai mené cette bataille. J'ai eu, à l'époque, 36% des voix dans le vote qui a été fait. Donc, je l'ai perdu. J'en ai tiré les conséquences. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on a décidé? Dans ce moment où il y a, et je l'ai dit tout à l'heure par rapport au moment que nous vivons en parlant y compris des découvertes scientifiques, nous sommes dans un moment de bataille, comme le disait Élisée Reclus, autre grand libertaire, progrès-régret. Il y a d'immenses potentialités, mais qui appellent aussi cet imaginaire commun, cette extension d'une vitalité démocratique. Ou bien il peut y avoir la régression. Et dans ce cas-là, on ne verra Internet que comme le lieu où s'ébat le n'importe quoi, les calomnies, les rumeurs. Non, nous avons épousé la modernité du numérique en y défendant, je le crois, le meilleur de la tradition. On a créé donc Mediapart il y a un peu plus de 7 ans. Vous vous en souvenez, à l'époque, tout le monde, y compris dans le monde entier, disait l'information, elle est désormais gratuite, elle n'a plus de valeur. Et nous avons défendu la valeur. Valeur de l'indépendance, valeur de la qualité, valeur du public. Et ça marche.
Bon, donc qu'est-ce que je veux dire? Et nous l'avons fait, pas bien sûr pour nous, pour retrouver un peu de dignité et de plaisir, de jeunesse aussi peut-être, mais aussi, nous l'avons fait pour donner du courage à tout le monde. Il faut se battre. Être dans la lamentation, et je le dis sur une des questions devant d'autres publics, parce que je pense que le virtuel est du réel, je vais dans nos quartiers populaires, j'entends la plainte qui vient, qui existe, y compris ici même à Nîmes, il y a des quartiers populaires. Je dis non, si vous êtes en victime, non, la victimisation, c'est le chemin qui peut permettre des perditions, c'est-à-dire des chemins soi-disant de fierté qui deviennent des chemins de perdition. Non, il faut bouger, il faut être acteur, il faut prendre ses responsabilités. Donc, moi, comment dire, la bataille de l'affaire Dreyfus, je l'ai rappelé, certes, c'est là où on a vu émerger, via l'acte de Zola, l'idée des intellectuels, ce j'accuse de Zola. Mais au départ, je vous le rappelle, il y a cette minorité active, ce réseau des libertaires. Et si je peux me permettre, pourquoi les libertaires? Parce que tout commence au moment, en créant les libertaires, c'est quoi? Y compris des grands hommes politiques comme Briand, Aristide Briand, l'homme qui portera la loi de 1905, en était issu. C'était des gens qui étaient issus de l'humiliation du peuple prolétaire dans les massacres de la Commune de Paris. 20 à 30 000 ouvriers, employés, artisans, vous le savez, dans une très grande indifférence. Et c'était eux qui étaient désignés comme les barbares. Le peuple était devenu les barbares. Et donc il y a eu la jeunesse issue de ces familles-là, de ces histoires-là, s'est dit, c'est terrible, il faut qu'on les venge. Donc ils ont fait la propagande par le fait. Ils étaient terroristes. Ils ont tué un président de la République, ils ont mis une bombe à l'Assemblée nationale, et ils ont mis même des bombes dans les cafés parisiens en disant « le cochon de bourgeois doit payer pour son indifférence ». Alors tous n'ont pas fait la propagande par le fait, mais ils étaient de cette mouvance-là. Que fait la République? Elle se fâche, elle va en arrêter, elle va leur couper la tête, la guillotine fonctionnait. Mais elle va faire, en 1893, début 1894, des lois. Et écoutez la résonance avec nos débats actuels, où elle va dire, il n'y a pas que ceux qui font les actes qui sont criminels, il y a ceux qui les inspirent. Il y a donc les écrits anarchistes. Et ça va donner le procès des 30, à l'été 1894, dans lequel il y avait quelques prolétaires, libertaires, mais la majorité était justement des intellectuels, dont un qui aura un grand rôle dans les avant-gardes artistiques après, qui est Félix Fénéon. Et ce procès va être se retourner contre l'accusation. Où Fénéon, qui avait l'air d'un oncle Sam, avec, j'imagine, il n'y a pas d'enregistrement, je l'imagine parlant comme Louis Jouvet, hein, va ridiculiser un peu l'accusation. Ils vont être acquittés. Leur avocat sera le premier avocat de Dreyfus quelques mois après. C'est-à-dire, en clair, quand il y a ces lois qui pénalisent l'idée d'avoir des mauvaises idées, tout le monde, par peur, il y a des attentats anarchistes, dit bravo. Zola lui-même, 4 ans après, en 1898, dans la Revue Blanche, dirigée par Félix Fénéon, il y a un article qui est signé de manière anonyme un juriste, et qui revient sur ces lois, en leur donnant le nom par lequel elles sont connues dans notre histoire, les lois scélérates. Et elles sont accompagnées, il est accompagné, c'est un article d'un article de Francis de Pressensé, autre co-auteur de la loi de 1905, qui était protestant et qui était le premier président fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Et ils reviennent en arrière et disent non, on est tombé dans la politique de la peur, là, les lois scélérates, on a criminalisé les opinions, hein, on a, etc. Donc, ce ressort, ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, ce mouvement des intellectuels a été fait aussi par des gens qui, de fait, ont abandonné du coup le terrorisme et la propagande par le fait, mais ont en même temps fait chemin sur eux en ayant compris ce qui leur arrivait, en ayant compris ce qui se passait au niveau d'une crispation conservatrice, rétrograde, réactionnaire de la République, et c'est eux qui, pendant les 2 premières années, ont fait le bouche à oreille pour réveiller les consciences de Dreyfus. Donc voilà, comment dire, il y a toutes sortes d'intellectuels que vous n'entendez pas, j'allais dire, je vais faire de la propagande pour Mediapart, nous faisons de la télé, hein, plusieurs fois par mois maintenant, des émissions, vous en verrez des formidables, et qui ne sont pas
ceux que vous entendez sur le haut du pavé, ceux que je résume en disant leur décadence, notre renaissance. Nous sommes dans un moment de renaissance. N'oubliez jamais que la renaissance fut aussi le temps des guerres de religion. Nous sommes dans un moment de crise, de transition, de catastrophe possible, mais aussi de nouveautés possibles. Et donc il y a d'autres voix que, je ne vais pas vous citer les noms, que ceux qui nous disent tout est foutu, notre civilisation est foutue, notre monde est foutu, nous sommes voilà, tout fout le camp. Eh bien, voilà, donc j'essaye, si vous m'avez invité, je suppose que c'est parce que, et nous sommes un journal participatif, nul besoin d'être d'accord avec tout ce que nous écrivons et publions, et c'est un journal justement où on peut exprimer son désaccord avec son propre journal en temps réel, et le prolonger, et le discuter. Mais ce que nous montrons, c'est qu'il y a un chemin. Simplement, il faut que, moi je l'ai fait pour le journalisme, et je pense que les fondateurs de ce cercle Charles Péguy se sont dit qu'ils devaient faire ça aussi à leur niveau. On ne peut pas rester les bras ballants. Et la première chose qu'il faut faire, c'est en effet de se retrouver et d'échanger ensemble. Merci. Alors on va avancer sur le chemin, mais des questions courtes, s'il vous plaît. Courtes. Oui, au fil de votre intervention, il y a quand même deux aspects qui sont un peu contradictoires. On sent quand même que vous faites toujours, dans comme fil, vous avez les droits de l'homme, mais vous faites des fois référence aux droits des peuples et des cultures. Comment vous allez concilier l'inconciliable? Je vous remercie beaucoup de cette question, parce qu'elle est au cœur d'un débat philosophique très important. C'est est-ce que les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme comme un universel sans adjectif, sans caractéristique, sans particularité? Ou est-ce que prononcer les droits de l'homme, c'est affirmer ce qui est universalisable, pas un universel immobile dont des nations et des cultures seraient propriétaires. Et nous ne sommes pas propriétaires parce que nous l'aurions proclamé dans un... Je rappelle juste que la déclaration de 1789 que nous sacralisons, elle fut adoptée comme une motion de congrès socialiste, enfin dans le temps, c'est-à-dire avec toutes sortes d'amendements et de débats. Bon, donc c'est un mouvement aussi. Mais ce n'est pas parce que nous aurions proclamé les droits de l'homme en 1789 que nous en serions la nation propriétaire et que ce serait un homme abstrait. Je crois même que le ressort de la Déclaration des droits de l'homme, dans cette idée de dire que nous naissons libres et égaux en droit, le ressort de sa vitalité propre, c'est de se dire que une vie démocratique, ce n'est pas la loi de la majorité. Bien sûr, pour élire un représentant, ou que ce soit, il faut 50 plus 1. Mais que le souci des minorités, les soucis de la pluralité, le souci de la diversité, c'est le vrai critère d'une république vivante. Car nous sommes comme nous sommes, notamment dans nos classes populaires. Vous savez, je suppose que dans la salle, certains d'entre vous n'ont pas de croyance ou sont des athées convaincus et combattent les idéologies religieuses. Et vous connaissez cette phrase que l'on cite souvent de Karl Marx, « La religion, c'est l'opium du peuple ». Mais on oublie que ce texte du jeune Karl Marx de 1844, loin d'être un texte de haine de la religion, est un texte de compréhension. Il parle de la religion, l'opium en l'occurrence à l'époque, c'était ce que les romantiques trouvaient pour sortir de l'ennui, de la tristesse d'un monde qui leur semblait sans espoir. Donc c'est une allusion, c'est pas la cocaïne ou la drogue d'aujourd'hui, c'est une allusion justement d'intellectuel. Et cette allusion, il la prolonge en disant la religion c'est le soupir de la créature sans espoir. Ça veut dire que quand vous êtes dominé, opprimé, que vous êtes dans la majorité, mais la majorité qui n'a pas forcément la voix. Je rappelle que dans notre pays, 25% des salariés sont ouvriers, 25% des salariés sont employés. Que le groupe social majoritaire, les hommes étant majoritaires chez les ouvriers, les femmes chez les employés, c'est ça. Voilà. C'est pas cela qu'on retrouve ni dans nos représentants, ni dans ceux qui parlent, ni dans ceux qui s'expriment.
Eh bien, ce peuple qui, en France, je l'ai rappelé en parlant de notre Amérique, de l'Europe, a été toujours fait par nos migrations, toujours fait, et y compris les migrations internes, et c'est un Breton qui vous le dit, où la France s'est aussi construite comme, à l'intérieur de l'Hexagone comme un empire, hein, avec cette Bretagne qui était vue comme une sorte de tiers-monde, misérable, sous la domination de l'obscurantisme religieux catholique, hein, à tel point que le mot dans notre langue pour dire quelqu'un qui ne parle pas bien français, c'est-à-dire parisien, hein, sans accent, s'il vous plaît, s'il n'y a pas d'accent à Paris. Bon, mais le mot pour dire ça, depuis très longtemps, c'est baragouiner. Et baragouiner, c'était les ouvriers bretons qui, fuyant la famine, venaient à la ville et demandaient du pain et du vin. Pain, baragouine, le vin. Et ils ne savaient parler que breton. Donc je vous dis ça parce que je crois que ce n'est pas concilier l'inconciliable. C'est au contraire tirer le bilan d'une proclamation des droits de l'homme qui s'est retournée contre eux, comme étant une proclamation qui disait « nous sommes la norme des droits de l'homme, et pour la respecter, vous devez vous assimiler à nous ». Dans les drames de la décolonisation, ce sont des peuples au départ qui ont bien entendu ce message, mais qui ont dit à un moment ben, « ça vaut pour nous, on vous a aidés là, pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc nous avons les mêmes droits ». Et donc, c'est les droits des peuples. Oui, mais derrière le droit des peuples, il y a le droit des individus, il y a le droit des personnes, nous sommes des sociétés aussi d'individus. Et chaque individu est avec sa diversité, sa particularité. Je veux trouver l'homme où qu'il se trouve. Je veux élever le monde du toit. Phrase de Frantz Fanon, qui est passé de la France libre au combat pour l'indépendance de l'Algérie via la cause antillaise, psychiatre, et qui dit « Il ne faut pas essayer de fixer l'homme parce que son destin est d'être lâché. » Moi, je ne veux pas dissoudre mon individualité dans un grand tout du grand même, qui serait le peuple, la nation, l'État, le parti. Je veux faire du commun avec d'autres individus. Mais je revendique le fait d'être un individu qui a son sexe, qui peut d'ailleurs aussi avoir des préférences sexuelles qui ne sont pas simplement de son sexe de naissance, d'où le combat contre l'homophobie ou contre toutes les violences faites à des personnes qui s'aiment étant du même sexe, qui a sa religion et sa croyance qui peut ne pas me plaire, ne pas être la mienne, mais tant qu'elle ne violente pas mes propres libertés, c'est son choix, et ce qui m'importe, c'est que nous discutions de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on est d'accord sur des causes communes? Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme ça que les ouvriers, après la loi de 1905, ont permis, dans ce moment formidable où la République, car c'est l'acte de la loi de 1905, mettre du pluriel aux églises, reconnaître des minorités au même droit que la majorité. À l'époque, le peuple catholique est majoritaire. Et la loi est une loi de séparation des églises et de l'État, et qui reconnaît le protestantisme et le judaïsme à égalité. On oublie les musulmans parce qu'ils sont dans les colonies, mais ils étaient là. Et d'ailleurs, on ne fera pas respecter la loi de 1905 dans les colonies. Mais on respecte les minorités qui sont faites d'individus et qui ont leurs apparences, leurs particularités, leurs goûts, leurs particularités culinaires, leurs choix. Et il n'y a pas une seule norme. Mais après, on discute des causes communes. Et du coup, ça donne quoi? Ben, ça donne le christianisme social, qui est profondément péquiste d'inspiration. La jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, témoignage chrétien, la CIMAD, service œcuménique d'entraide, les prêtres ouvriers, ceux qui disent, ben oui, j'ai ma soutane, j'ai ma croix, je vais à l'église, et alors, est-ce qu'on est d'accord sur telle revendication? Faisons ce chemin ensemble. Il faut accepter cette idée que si vous demandez à l'autre d'être simplement un peuple, simplement un groupe, et que vous le déniez en tant qu'individu propre, comment vous allez construire vraiment du commun? D'autres questions, s'il vous plaît? Bref, parce que vous avez vu que M. Pléniel, on l'arrête plus. Un peu bavard. Bonsoir, merci de votre présence, merci à l'association d'organiser ces débats. Une question simple,
Alors qu'après la guerre, la génération des années 70 avait tout pour s'ouvrir au monde, aussi bien économiquement que politiquement, qu'au niveau de l'éducation, que sur le plan social, que les générations dites 2.0 ont développé les technologies à des niveaux d'échange avec les autres en très peu de temps, à un niveau qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Pardon. J'aimerais juste comprendre à quel moment on en est arrivé là. D'abord, ne pensons pas que notre état d'esprit est l'état d'esprit du monde. Si vous voyagez un peu, vous allez en Amérique latine, l'Amérique du Sud, qui il y a 20-30 ans était encore aux mains de dictatures ou de régimes autoritaires, vous verrez des pays qui font mouvement, qui inventent même de nouveaux concepts, qui ont fait droit à leur majorité, qui, comme longtemps les femmes chez nous, et encore même maintenant, avaient un statut de minorité politique, je parle au peuple indien, aux peuples indigènes, qui inventent des concepts nouveaux. Il y a dans ces pays parfois le Ministerio del Buen Vivir, du bien vivre, de comment faire un bonheur concret, qui ont des crises, qui ont des problèmes, mais qui ont aussi des réponses originales. Je vais aller au Chili en janvier prochain à un grand congrès dit du futur. Ce sera le 5e congrès du futur. Ils ne sont pas dans le ressassement de l'inquiétude, ils sont dans la projection. Il y aura le patron du Guardian, il y aura probablement Glenn Greenwald qui a accompagné les révélations de Snowden. Il y aura aussi d'autres sur justement la question du droit à l'information dans ce moment-là. Nous ne sommes pas que, encore une fois, ce n'est pas l'état du monde dont nous parlons, c'est notre état, qui est double, triple plutôt. Il y a une crise profonde, et on n'a pas le temps de s'attarder sur la crise des institutions européennes, qu'a montré la crise grecque comme une leçon politique vivante. Il y a une crise profonde d'une Europe qui, au fond, a fait une fuite en avant du côté de la monnaie, du côté de l'économie, de la banque centrale, et en même temps en se vivant comme une forteresse. C'est comme ça d'ailleurs qu'on disait au moment de Maastricht, la monnaie unique et la forteresse. Hein, ça va nous protéger. Et on se dit, finalement, cela ne nous protège pas. Ni la peur, ni la monnaie ne fait du commun. Et cette Europe, en fait, elle comprend confusément que sa relation au monde a changé. Que depuis les ébranlements d'autres peuples au mi-temps du siècle dernier, eh bien, nous ne serons plus dans cette relation du fort au faible. Nous devons inventer d'autres relations au monde. Les linéaments y étaient dans la position proclamée par Dominique de Villepin en notre nom, au moment de l'invasion de l'Irak, dans son discours aux Nations Unies. Comprendre que ce vieux continent doit apprendre de ses folies et comprendre qu'il y a une fragilité du monde, y faire attention, être en précaution. Donc il y a cette crise européenne, de certitude européenne, et qui se retrouve y compris dans notre débat avec une partie de la politique ou de l'idéologie en Allemagne autour de la crise grecque. Il y a deuxièmement ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire en Mare Nostrum, notre Méditerranée. N'oublions pas, nous avons mis un siècle avant ce que les idéaux de la Révolution française soient à demeure chez eux à partir de 1879-1880, et il y a eu quand même des éclipses. N'oublions pas ce qui a commencé en 2011. Simplement, c'est ce qui se passe après l'étincelle tunisienne, révolution, contre-révolution, une histoire en marche. Des peuples se sont mis en marche. Et du coup, eh bien, il y a eu des ébranlements, il y a eu des erreurs, il y a eu des contre-révolutions, il y a eu toutes sortes de cascades de situations différentes selon les pays, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Yémen, l'Irak, la Syrie. Et donc, c'est cette situation-là qui est devant nous. Mais derrière cette situation, il y a quand même ce fait que des peuples, tout d'un coup, ont parlé le même langage que nous. Ils sont sortis de cette contrainte de dire soit c'est la dictature, soit c'est l'obscurantisme religieux. Quand ils se soulèvent en Tunisie, ils parlent le même langage que nous, ou en Égypte, à la place Tahrir, l'égalité, la justice, le droit. Alors bien sûr,
tout cela a été trahi, tout cela aujourd'hui crée beaucoup de violence, mais c'est aussi un mouvement, ce n'est pas une immobilité. Et enfin, troisièmement, il y a notre crise spécifiquement française, et c'est ce qu'appelle votre question en parlant de génération. Nous vivons un moment qui, pour ma génération, j'ai 63 ans, 2 ans de plus que François Hollande, pour ma génération, est un immense échec. C'est l'échec de ma génération. J'en prends ma part. Je l'ai fait, j'ai fait mon chemin dans le métier que j'ai choisi. Mais ce spectacle que nous avons sous les yeux est celui d'une génération qui n'a pas su être à la hauteur des défis que le pays lui demandait de relever. Et le premier défi dans notre pays, car il n'y a pas de solution simple sur les questions économiques, sociales ou écologiques, c'est seulement la délibération qui permettra de trouver des solutions ensemble. Mais le vrai défi français était le défi démocratique. Nous sommes, de ce point de vue, le pays malade de l'Europe. Et dans le rôle d'apporteur de nouvelles que je fais en tant que journaliste d'enquête, ou que fait aujourd'hui Mediapart collectivement, c'est ce que nous voyons. Nous sommes une démocratie de basse intensité. Nous sommes un pays au piège du présidentialisme, du césarisme, du bonapartisme, du grand un qui produit du grand même, qui produit des carrières politiques interminables, qui produit des clientélismes interminables, qui mine dans chaque famille politique la vitalité. Mais dans n'importe quelle démocratie vivante d'Europe, quelqu'un qui a échoué aux élections les principales, il passe à autre chose, et il passe la main. Pour moi, c'est une misère de voir une de nos familles politiques ne pas arriver à se renouveler parce qu'elle est au piège de la quête de revanche d'un seul. J'ai évidemment parlé de Nicolas Sarkozy. Comme c'est une misère pour moi de voir François Hollande, avec qui j'ai fait un livre en 2006, à sa demande, qui était un livre d'interpellation, notamment sur ces questions, ce n'était pas un livre de complaisance, sur ces questions démocratiques. Après les déceptions qu'on a pu avoir pendant les 14 ans de présidence de François Mitterrand, qui avait été élu avec ce mandat, l'homme du coup d'État permanent de sa critique, et qui devait être au rendez-vous de ça, et qui lui-même, les institutions ayant été plus fortes que lui, s'est installé dans ce présidentialisme, s'est installé dans ce pouvoir d'un seul, qui dévitalise, surtout à une époque où le monde est encore plus complexe, est encore plus interdépendant. Pensez qu'un seul peut avoir la réponse, peut avoir la bonne réponse sur la crise au Mali, sur la crise en Irak, tout seul, sans délibération, sans réflexion collective, géopolitique, sans connaissance, y compris du monde, car nous avons aussi une classe politique profondément hexagonale, qui n'a pas beaucoup voyagé, qui ne parle pas beaucoup les langues, qui n'est pas au souci et au plus près du monde. Et donc nous avons un vrai enjeu français de ce point de vue, que nous voyons partout. Nous votons sur des programmes et nous avons dans toutes les familles politiques ensuite des présidences qui, après avoir fait campagne au nom du nous de ce programme, prennent à la première personne du singulier des décisions contraires. Et cela est désespérant. Et cela crée une vraie attente. Donc, moi, je n'ai pas à moi seul le mode d'emploi. Je pense simplement, et votre initiative en est un exemple, que nous devons retrouver le chemin de ce que, au fond, de manière complexe, diverse, l'Espagne nous montre. Car ça s'appelle faire du commun, les listes qu'ils ont fait souvent dans les municipales. Ces listes faites avec des gens de terrain qui n'appartenaient pas à des partis, qui étaient sur des terrains sociaux, des questions de santé, des questions d'habitat, des questions de proximité, où on s'occupe des autres. Et qui ont dit à un moment, nous on va faire du commun, Barcelone en commun, Madrid en commun. Alors après, ça ne fait pas à soi seul la politique d'un pays, mais ça fait des réponses qui remettent en mouvement, qui permettent d'inventer autre chose, et qui permettent de nous sortir d'une politique qui quand même est devenue une politique professionnelle, qui n'appartient qu'à ceux qui ont choisi très jeunes d'être en politique. Nous avons un Premier ministre qui n'a jamais travaillé. Il est rentré à 21 ans, étant jeune étudiant et d'appareil de mouvement étudiant dans un cabinet ministériel,
Et depuis, il a continué dans cette vie-là. Cela a des conséquences, y compris sur notre présence en Europe. Nous l'avons documenté. Par exemple, le mode d'élection en Allemagne fait qu'en effet, l'Allemagne est beaucoup plus présente à Bruxelles, y compris dans l'ensemble de la présence, parce qu'elle produit un personnel qui ne fait que ça. Nous, avec le cumul dans le temps, et pas seulement en même temps des mandats, à quoi sert souvent le mandat européen? Pendant un moment, je n'ai pas de mandat national, le parti ne peut plus m'entretenir comme permanent sur fonds publics. Je rappelle que grâce à nos révélations depuis 20 ans, la vie publique est financée par notre argent. Et bien du coup, j'ai un mandat européen, mais où je ne fais rien de particulier en Europe. C'est pour ça qu'on se retrouve avec parfois des personnes qui sont condamnées pour emploi fictif, parce qu'entre deux mandats, eh bien, on ne travaille pas. Et du coup, on trouve un emploi fictif. Comme vous le savez, factuellement, ce n'est pas choix partisan de le dire, c'est le cas de l'actuel premier secrétaire du Parti socialiste et du ministre aux Affaires européennes, qui, pendant un moment, ils ont pris un emploi bricolé. Donc ce sont des vraies questions. Je termine juste, hier, il y avait à France 3 un reportage provoqué par des révélations de Mediapart sur l'histoire des notes de frais des parlementaires. Bon, qu'est-ce que nous avons fait? Vous savez, il y a une enveloppe, etc. Ils ont des frais pour leur mission, et c'est normal, je suis pour le financement public. Nous avons révélé que les parlementaires, et il y en avait dans toutes les familles politiques, utilisaient ces frais, et qui sont assez notables, c'était entre 5 000 et 6 000 euros par mois, non pas pour leurs actions, mais pour leur vie privée, y compris pour des voyages touristiques en Égypte ou ailleurs, etc. Nous révélons cela. Ça n'a eu aucune conséquence grave pour les élus concernés. En Grande-Bretagne, quelque temps avant, la même chose avait été révélée. Un pays qui a un Freedom of Information Act, c'est-à-dire un droit d'accès à l'information, une loi fondamentale sur le droit d'accès, avec une Information Commissioner, qui est une autorité qui garantit l'accès à l'information. Et du coup, il y a eu cette idée, cette révélation en Grande-Bretagne, les gens qui font la loi ne la respectent pas puisqu'ils utilisent de l'argent public qui est fait pour leur fonction pour leurs frais privés. Les montants étaient petits, 15 000, 20 000 euros, parfois des achats, c'est une anecdote de nain de jardin ou le minibar, des verres, des déplacements et tout. Qu'est-ce qui s'est passé en Grande-Bretagne? Ça a concerné une centaine de parlementaires. Ces parlementaires ne sont plus dans la vie publique. Et pour certains, eh bien oui, exemplarité. Car vous faites la loi. Donc ils ont fait de la prison. Et hier, dans le reportage, il y avait Denis McShane, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, c'est un amoureux de la France, une figure intellectuelle du New Labour de M. Tony Blair, qui a fait 3 mois de prison ferme pour 15 000 euros. Et il dit, face à la caméra de France 3, oui, j'ai fait un livre pendant ce temps-là. D'ailleurs, je porte une chemise fabriquée par des prisonniers. Et puis, par ailleurs, c'était normal. J'ai triché et c'est normal que je sois puni de manière exemplaire. Et 3 mois, après tout, ce n'est pas la mer à boire. Il fait une autre vie. Mais je dis ça parce que c'est à côté. Ce n'est pas être un coupeur de tête de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption en Grande-Bretagne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mensonges, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médias parfois qui trompent et qui font dans de l'idéologie ou dans des campagnes haineuses. Une démocratie vivante, ce n'est pas la démocratie des purs, c'est le jeu de cela, le jeu des contraires, de la délibération, la parole de l'opposition, le débat au sein des familles politiques, le refus des majorités automatiques. Peut-être que les lois Macron, selon certains d'entre vous, sont nécessaires, mais on ne fait pas passer des lois qui concernent l'ensemble des salariés d'un pays à coup de 49-3, à coup de majorité automatique, en les délégitimant de fait, comme en privant le Parlement de son droit de délégation et d'amendement. Donc je pourrais être intarissable. Pour vous dire en clair que arrêtons de regarder à côté. Arrêtons de penser que c'est une fatalité et disons-nous que quand même, en France, la question démocratique est une idée neuve. Bon, merci. Merci beaucoup. On va arrêter là. Alors, je vous rappelle une chose. Monsieur Plenel pourra signer ses livres. Ah, pardon. Non, ça va faire passer. C'est très simple.
On est nombreux ce soir, c'est vrai, mais il y a beaucoup de cheveux blancs. Alors ma question, c'est pas... Il y a des jeunes, hein. Mais dans ce genre de questions, dans ce genre de réunion, il y a souvent beaucoup de cheveux blancs. Et mon souci, c'est comment va-t-on mobiliser les trentenaires, les quadras, parce que c'est leur avenir. Alors, utiliser le numérique, qui est un média sans frontières, qu'elle soit géographique ou sociale. Faites un site, ça ne coûte pas très cher, du cercle Charles Péguy de Nîmes. Utilisez les réseaux sociaux, utilisez Facebook, utilisez Twitter. Le virtuel, c'est du réel. Et voilà, et puis après, voilà, vous ferez votre chemin. J'ai cru comprendre que vous voudriez faire des rencontres, Charles Péguy. Ben, peut-être que l'année prochaine, vous ferez des rencontres sur un week-end. Et puis, en faisant venir des gens et en essayant qu'il y ait aussi la diversité d'une ville comme Nîmes soit représentée. Parce que les diversités de génération, cette jeunesse, c'est aussi la jeunesse de nos classes populaires. Je vous le redis, pour aller vraiment dans la diversité des territoires de ce pays, il y a une vitalité profonde en France. Simplement, elle n'est pas représentée en haut et elle ne rencontre pas d'autres vitalités qui parfois sont au centre-ville. Eh bien, il faut que tout cela se croise et que tout cela se rencontre. C'est ça le chemin des causes communes, c'est faire du commun, non pas en étant dans sa plainte, mais en étant dans le souci des problèmes que vit l'autre. J'ai l'air de prêcher mais sachez que je crois que là, il n'y a pas, comment dire, ce sont des paroles qui n'ont pas d'étiquette telle partisane ou spirituelle. Je pense que nous sommes dans ce moment qui nous requiert et après tout, lisez par Charles Péguy. Merci. Comme je dis tout à l'heure, en sortant, vous avez le verre de l'amitié. Pour faire un peu de pub, c'est les caves de Bellegarde qui nous offrent ce vin. Alors on les remercie. Et ensuite, vous avez les livres de M. Plenel avec la librairie Biblica. Et il pourra signer certains livres si vous le souhaitez. Merci à tous et à la prochaine.